Alors Otep, c'est votre frère Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Alors, je vais parler aujourd'hui d'un sujet très important. C'est le sujet de l'heure. En République centrafricaine, un très beau pays de 623 000 km qui a rarement connu la stabilité. Rarement. Un très grand pays, à côté du mien d'ailleurs, le Cameroun. Et j'observe quelque chose ces derniers temps. Il y a plusieurs sorties des personnes qui estiment que Faustin Archange Touadéra, après 2 mandats, doit partir. D'entrée, je dis non. Je prends position très clairement pour expliquer 2-3 choses très vite. Quand on parle de démocratie, je ne crois pas en la démocratie. Quand on parle des pays qui ont une tradition démocratique, il y a une seule chose qu'il faut retenir. Tradition démocratique. Tradition, c'est-à-dire quelque chose qui se construit sur la durée et qui a été conservé sur la durée. Chaîne ininterrompue de l'innovation. Tradition, ça veut dire que ça ne sort pas du néant. Il y a eu un préalable. Il y a eu un temps de préparation. On n'arrive pas à la démocratie, encore que je mets démocratie entre guillemets, on n'arrive pas comme ça, au hasard, à la démocratie. Avant la démocratie, il faut la stabilité, il faut ceci, il y a tellement d'ingrédients. Je prends le cas simple d'un pays comme la République centrafricaine. Un pays qui n'a connu que coup d'État sur coup d'État. Coup d'État sur coup d'État. Coup d'État sur coup d'État. 30 ans de guerre civile. Des rebelles à gauche, à droite. Des Centrafricains qui s'entretuent. Un pays qui fait à peine 5 millions d'habitants pour 623 000 km². Un beau pays avec un paysage à couper le souffle, avec des richesses du sous-sol et autres. Simplement parce que les enfants de ce pays n'ont pas compris qu'à un certain moment, pour faire face à la France, il fallait nouer des contacts avec une puissance, pas moyenne, mais une puissance forte, comme la Russie. Ça peut être la Corée du Nord, ça peut être la Chine, mais ils ont fait le bon choix, qui est le choix de la Russie, d'ailleurs, qui est un partenaire traditionnel, un partenaire qui a eu, n'est-ce pas, à aider plusieurs mouvements d'émancipation en Afrique. Le pays a connu l'instabilité pendant très longtemps. Et on a la chance, après tous ces présidents qui sont passés, soit ils ont été tués, soit ils ont été chassés. On a la chance d'avoir Faustin Archange Touadéra, le président actuel, qui a pris un risque énormissime, a fait ce que personne n'a jamais fait dans l'histoire de ce pays. Arriver à nouer une relation claire, d'avoir une coopération militaire avec une très grande puissance, la plus grande du monde d'ailleurs, la Russie. Puissance militaire. Il dit au président russe, pour retourner en République centrafricaine, je dois retourner dans un avion protégé par la Russie. Et j'ai besoin des Russes sur mon territoire. Et sachez que si vous n'êtes pas là pour me protéger, protéger mon pays, la guerre civile va continuer, il y aura des rebelles partout. Il décide de nouer donc cette coopération et le voilà qui retourne dans son propre pays, protégé cette fois-ci par la Russie, comme par hasard. Depuis 2017, qu'il était, je crois, à Sochi en Russie, jusqu'à son retour, 2017, on est en 2022, il n'a pas été assassiné. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont échoué. La France est derrière en train de tout manigancer pour que ce président dégage. Quel est l'avantage d'avoir au pouvoir quelqu'un comme Faustin Archange Touadéra? Il est arrivé, il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait avant, la paix et la stabilité.
paix et stabilité. Il a nommé à des postes clés des personnes capables, des gens prêts à tout, pour que la République centrafricaine puisse se relever. On pense ici à Firmin Grebada, qui est le père de la reconquête territoriale de la République centrafricaine. 95% du territoire aujourd'hui est sous le contrôle du pouvoir central de Bangui. Tous les rebelles, comme par hasard, se sont volatilisés. Ces rebelles-là qui étaient soutenus par la France, financés par la France, armés par la France. Et ils avaient un relais qui est d'ailleurs RFI TV Saint-Monde et autres, c'est-à-dire les médias officiels français qui passaient le temps à transmettre, à passer le message des rebelles centrafricains. Quand ils voulaient s'exprimer, ils allaient à RFI. Anti-Balaka, Seleka, guerre religieuse entre quelques musulmans et les chrétiens centrafricains, tout ça, comme par hasard, ça a disparu. La vie a repris normalement en République centrafricaine. Les investisseurs étrangers sont en train de venir. La France a perdu plusieurs territoires. La France a perdu plusieurs avantages. Les multinationales françaises qui sont implantées là-bas et qui ont semé et entretenu ce chaos depuis des siècles, depuis des décennies, même avant les indépendances. Ils sont en perte de vitesse. Ils ont perdu plusieurs de leurs business. Ils ne se font plus autant d'argent comme ils le faisaient avant. Parce qu'il y a aujourd'hui la concurrence des autres pays, n'est-ce pas, qui sont arrivés et la France n'a plus le monopole. Aujourd'hui, il y a la présence russe. Ce n'est pas un hasard s'il y a une campagne de sabotage anti-russe en République centrafricaine et notamment en Afrique. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les médias français tous les jours faire des reportages. J'ai vu un reportage d'ailleurs où ils se plaignaient de l'organisation de l'élection Miss Centrafrique par les Russes. Or, de toute l'histoire de la France en Afrique, la France a passé le temps à organiser les élections Miss. Chez moi, par exemple, élection Miss Cameroun pendant des décennies, c'était la France qui l'organisait, en pleine période de guerre et même de génocide. Quand ils étaient en train de massacrer les Bamileke, ils organisaient entre-temps Miss France, Miss Cameroun. C'était la France qui organisait. Ce que vous avez fait longtemps chez les autres, aujourd'hui c'est la Russie qui le fait et ça vous énerve. La France a tout intérêt à renverser Touadéra. La France a tout intérêt à détruire et entretenir le chaos en République centrafricaine. Vous avez pour la première fois dans l'histoire de ce pays, même si, bon, pas totalement, mais de ces dernières décennies, parce qu'il y a eu aussi des périodes de stabilité en République centrafricaine, vous avez le président Touadéra qui dit « je tiens bon ». Il a gagné les élections libres et transparentes. La France était derrière pour pousser. Parce qu'il faut détruire la République centrafricaine. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent que tout ce que Faustin Archange Touadéra a commencé à bâtir, il doit le laisser. Il faut un temps pour créer les institutions. Il faut un temps pour bâtir. Il faut un temps pour stabiliser afin de passer le relais. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se lève comme ça, on dit bon, parce que les règles démocratiques imposent qu'on parte après 2 mandats, qu'il faut laisser tout ce qu'il a commencé à construire. Parce qu'il y a quelque chose au-delà de tout qui est plus important, la vie des citoyens centrafricains. Il y aura le temps de faire le travail d'implanter les institutions, de faire qu'elles soient fortes, et le temps de passer le relais, c'est-à-dire qu'il va falloir préparer une nouvelle génération qui va prendre le relais. Faustin Archange Touadéra a fait un travail mémorable avec la dame qui est ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon. Nous suivons l'actualité en République centrafricaine et un peu partout en Afrique. Mais c'est un travail formidable que ces gens-là ont fait. Ils sont en train de se battre pour sortir de cette situation. Les Centrafricains n'ont qu'un seul problème. Ils veulent se lever le matin, ne pas entendre des coups de fusil, vaquer à leurs occupations, avoir de quoi manger, scolariser leurs enfants, se soigner dignement. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est sur le chemin. C'est en train de se faire progressivement. Ça ne va pas se faire en un jour. Il va falloir un certain nombre de temps et que cette stabilité actuelle, le climat actuel en République centrafricaine,
participe, favorise cet état de choses. Il va falloir que ça se fasse. Faustin Archange Touadéra aujourd'hui dit « Ok, je m'en vais ». On laisse un pantin à la tête ou on laisse quelqu'un qui est inexpérimenté, qui ne comprend rien, comme il y en a d'ailleurs, qui sont en train de guetter, juste ils veulent être président, ça c'est leur problème. Mais ils n'ont pas compris que le devenir de cette nation, c'est bien plus important que leurs petites personnes. La France aujourd'hui fomente encore le même coup d'État. La France renvoie encore ses rebelles. On va encore à la case de départ, on recommence à zéro. Moi, je suis pour qu'on donne encore même 10 ans, même 11 ans au pouvoir à Faustin Archange Touadéra, qu'il stabilise le pays. S'il crée des hôpitaux, il crée de l'emploi, il crée des autoroutes, il crée des centres de santé, je vais dire, il crée des écoles et tout, il développe le pays. Les Centrafricains ne vont pas se souvenir qu'il est là, ça fait 20 ans. Les gens s'en foutent. Biya est au pouvoir au Cameroun, ça fait 40 ans. Mais les gens parlent de 40 ans de Biya tous les jours parce que c'est le roi feignant qui, en 40 ans, n'a rien fait. Vous avez Mbiangema Mbazogo à côté, en Guinée équatoriale, qui a 42 ans. En 42 ans de pouvoir, il a fait de ce pays-là un petit paradis sur terre. Il aurait pu faire plus que ça parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a à peine 1 million d'habitants. Il aurait pu faire plus que ça. Muammar Kadhafi a fait 42 ans. Ce qui dérangeait les gens au bout d'un moment, ce n'était pas seulement les 42 ans de Kadhafi au pouvoir. Il faut que les gens comprennent. Je vais revenir sur le printemps arabe. Mais je veux prendre l'exemple de Faustin Archange Touadéra pour faire comprendre que on peut garder cette stabilité actuelle encore pendant quelques années, le temps que les choses se mettent en place. Et il y aura une transition démocratique plus tard. Parce que quand on parle de transition démocratique, il y a un travail en amont qui se fait. Il y a un travail en amont qui se fait. Prenez le cas du Rwanda. Moi, je suis pour que le président rwandais reste encore même 5 ans. Il a déjà fait pratiquement 15, bientôt 20 ans, je crois. Je suis pour qu'il reste encore même 5 ans. Il prépare la transition. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait du Rwanda. Il a pris un pays qui a fait 800 000 morts en 3 mois. 1 million de morts en 3 mois avec des millions de déplacés. Et prendre un pays comme le Rwanda qui n'était rien, le transformer, le métamorphoser complètement. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller à Kigali. Et vous voulez qu'une chance comme celui-là, comme celle-là, d'avoir un président comme celui-là au pouvoir, qu'on s'en débarrasse tout simplement parce que la démocratie dit qu'à un certain moment, il faut partir. Les Rwandais ne se souviennent même pas qu'il est au pouvoir, ça fait pratiquement 20 ans. Non, mais on voit que le pays est beau, le pays s'est développé. Moi, je ne suis pas pour une transition démocratique ou l'alternance au pouvoir, pour l'alternance au pouvoir. C'est clair qu'au bout d'un certain moment, oui, il faut partir. Il faut préparer la transition. Il faut créer les conditions pour partir et laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne peut pas prétendre que dans un pays, il n'y a qu'une seule personne plus intelligente que tout le monde. Au point, on ne peut pas avoir quelqu'un d'autre pour faire mieux. Mais il y a un temps pour stabiliser les choses. Le temps que les plaies se pansent, au Rwanda notamment, il faut que Kagame soit encore là, qu'on pense les plaies, qu'on essaye d'effacer toutes ces injustices. On essaie de rebâtir un beau pays qui va accueillir des millions d'autres Africains. Voilà le but. Le but n'est pas de laisser tout ce qu'il a déjà commencé à bâtir. Et demain, les vautours qui sont en train de rôder autour de la France viennent encore créer des coups d'État, financer encore des génocides et tout ça. On a la chance d'avoir quelqu'un comme Touadéra. Pourquoi s'en priver? Si Biya, je vous ai dit, si Biya avait développé le pays, il avait fait du Cameroun un très beau pays, les gens ne seraient pas en train de voir qu'il a fait 40 ans. Vous prenez le cas Assimi Goïta, au Mali, notre héros. Qu'est-ce que les Français sont en train de faire pression sur Assimi Goïta pour qu'il organise les élections le plus vite possible. Élections libres et transparentes. Et il faut bien préciser, élection pendant laquelle il n'est pas censé être candidat. La France a quel intérêt à imposer jusqu'à proposer même des financements pour l'organisation des élections libres et transparentes au Mali? Justement parce que celui-là qui est un frein à leur vol, à leur terrorisme, à leur projet hégémonique,
Ils ont envoyé leurs multinationales siphonner le sous-sol malien pendant des années et des années. Et ils sont pour que le statu quo continue. Assimi Goïta est arrivé, il a commencé à mettre des barrières. Il a noué des contacts avec la Russie, avec d'autres puissances étrangères. Les choses sont en train d'être faites. Aujourd'hui, comme par hasard, les terroristes ont disparu. Il a l'assentiment du peuple malien. Il a le soutien du peuple. Les choses sont en train d'avancer. Pourquoi pas laisser Assimi Goïta dans sa transition même pendant 10 ans encore? Le temps de préparer une élection libre et transparente. Et il peut même se porter candidat. Qui vous a dit qu'un militaire ne sait rien faire? Je suis en train de parler de Kagame. Kagame, c'est un ancien militaire. Thomas Sankara, qui a adulé partout, c'est un ancien militaire. Celui qui a posé les jalons, en dehors de Kwame Nkrumah bien sûr, les jalons, les bases du Ghana démocratique actuel, Jerry Rawlings, c'est un ancien militaire. Qui fait croire aux gens que les militaires savent seulement tirer et qui n'ont rien dans la tête? Général de Gaulle était un militaire. Vous voulez que je continue la liste? Ils sont tellement nombreux dans le monde qui étaient des anciens militaires. Ils ont pris la tête des pays qu'ils ont bien tenus, ils ont bien développé pendant tous ces temps. Qu'est-ce qui fait croire aux gens que quand on est militaire, non, le militaire doit remettre le pouvoir aux civils? Non, le militaire, avant d'être militaire, est d'abord un civil. Pourquoi il ne mériterait pas diriger aussi le pays? Moi, je suis pour que Assimi Goïta soit le président du Mali, qu'on lui donne même encore 15 ans à la tête du Mali, et qu'il prenne le temps de développer le pays. Parce que ce qui compte, c'est la sécurité du territoire. Ce qui compte, c'est la sécurité aussi alimentaire, sécurité dans tous les sens du terme. Que les Maliens se lèvent, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils puissent scolariser leurs enfants. Ils ne vont pas chercher à savoir pourquoi Assimi Goïta est là depuis 20 ans. Et c'est le même chiffon qu'on agite partout en Afrique pour tromper les naïfs. Ah non, tel doit partir parce qu'il a déjà fait un mandat. Ah, doit partir parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Et curieusement, les pays qui parlent donc de l'alternance démocratique sont les mêmes qui vont faire les pieds et les mains en Chine pour qu'on leur fasse des crédits. Emmanuel Macron a le discours, il va réciter le discours en chinois. Dans les couloirs, il va loin en Chine négocier parce qu'il a besoin d'argent. Mais la Chine, c'est bien sûr une dictature. Il n'y a pas d'élection libre et transparente en Chine. Mais c'est le créancier de tout, du monde entier. Comment faire croire aux gens que la démocratie est la seule solution? La démocratie, encore, c'est une affaire européenne qu'ils ont imposée aux autres. Tous les peuples n'ont pas la même vision du monde. Et même quand on parle d'Occident avec leur démocratie, qui n'en est pas une d'ailleurs, il a fallu du temps pour construire cela. La France, c'est 2 siècles, c'est une vieille nation. Les États-Unis et tout ce qui va avec, ce sont des vieilles nations. Ils ont pris du temps pour construire ces pays-là. Pourquoi on pense que ce qui a fait 2 siècles en France ou peut-être 1 siècle ailleurs, l'Afrique devrait le faire en 10 ans ou en 5 ans? Mais non. On peut prendre le temps qu'il faut, à notre rythme, avec nos moyens, mettre en place le système qui nous conviendra pour diriger les affaires de diriger nos populations. Si la France insiste tant, c'est parce que la France a un intérêt à ce que Assimi Goïta quitte le pouvoir et qu'ils imposent à la tête du Mali un pion qui viendra servir les intérêts de la France. C'est la raison pour laquelle, évidemment, Assimi Goïta est sous pression. C'est le même cas en Guinée-Conakry. Même si Doumbouya, il fait du n'importe quoi ces derniers temps. C'est ce qui se passe également au Burkina Faso avec le monsieur qui est arrivé, Traoré, avec sur le coup d'État et autres. Il faut faire pression pour que tel quitte parce que on veut mettre quelqu'un qui est issu démocratiquement et qui soit un civil. Qui vous a dit que les militaires étaient cons? Alors voilà le problème. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On a vu le cas en Gambie. L'ancien président, même si c'était un dictateur, il a fait tout et n'importe quoi. Yaya Jammeh. Mais on a vu quelqu'un qui est parti d'Angleterre, Adama Barrow, qui est arrivé, blablabla, il a fait le bras de fer et tout, il veut prendre le pouvoir. Résultat, on a donc remis le pouvoir à Adama Barrow. Tous les contrats que son prédécesseur avait rompus, les entreprises même qu'il avait nationalisées, Yaya Jammeh,
Qu'est-ce qui s'est passé? Adama Barrow est arrivé, il a remis les contrats à ces entreprises. Parce qu'il est venu avec un agenda, il fallait prendre le pouvoir pour servir les intérêts de l'Occident. Tout ce qu'il a passé le temps à tisser, à bâtir, le président qui est arrivé juste après est venu le détruire. Et c'est ça que vous appelez démocratie? C'est ça que vous appelez alternance au pouvoir? Faut arrêter. Le mec se pavane partout, il est fan d'Arsenal. Il dort, son drap c'est avec la couleur d'Arsenal, il se lève avec Arsenal, il mange avec Arsenal et autres. Voilà le président de tout un pays. Adama Barrow. Et des cas comme ça en Afrique, il y en a partout. Il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est la démocratie qui va venir régler certains problèmes. Il faut à un certain moment se préparer, passer la main. 40 ans au Cameroun, c'est trop. Il faut qu'il passe la main. 42 ans en Guinée équatoriale, c'est trop. Il ne faut pas qu'il passe le pouvoir à son fils. Il y a aussi d'autres équato-guinéens. Mais je pense que pour la stabilité d'un pays, il faut quand même un peu de temps. Je ne suis pas fan de Ouattara du tout. Je suis pro-Gbagbo. Même si j'ai fini par comprendre que Gbagbo, bon, il est bon pour être un chef de village et non un chef d'État. Gbagbo a passé le temps pendant 10 ans. On n'a pas laissé Gbagbo travailler. Alassane Ouattara est arrivé. Par les armes, évidemment. Il a pris le pouvoir. Les gens étaient contre le 3e mandat. Nous tous, on était contents quand il a dit, bon, 2 mandats, c'est bon, je m'en vais. Finalement, il y a certaines circonstances qui ont fait que il a pris un 3e mandat. Mais si ce 3e mandat-là lui permet de stabiliser encore le pays, de panser les plaies et préparer 2025, sorti par la grande porte, Alassane Ouattara entrera dans l'histoire, même si on ne va pas oublier les 3000 morts. Mais vous avez les gens aujourd'hui qui sont en train de dire Alassane Ouattara, même en 2025, représente-toi, on va te voter. Parce que c'est notre frère Djoula. Vous avez des Djoula qui sont là, ils disent non, le frère doit rester parce que c'est le frère du village. Vous avez ceux qui sont non Djoula qui disent que non, il doit partir parce que ce n'est pas un Ivoirien. C'est un musulman. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Voilà le problème de l'Afrique. Vous avez le même problème au Cameroun. Les gens les plus misérables du Cameroun, c'est les gens de la tribu de Paul Biya. Mais ils sont là, ils tiennent. Paul Biya doit rester là parce que c'est le frère du village, même s'il ne nous donne rien. Quand tu as gagné une élection présidentielle, mais c'est un Bamileke. Un Bamileke au Cameroun, ça se dit partout. Un Bamileke ne sera jamais président. Voilà les problèmes de l'Afrique. Les problèmes de tribus, les problèmes de religion. C'est le fond. Et ça se répercute partout sur le continent africain. La stabilité, c'est quelque chose de très important. Regardez le printemps arabe. Regardez tout ce qui s'est passé au Maghreb. La Tunisie d'aujourd'hui est-elle mieux que la Tunisie d'hier? Non. La Libye d'aujourd'hui est-elle mieux que la Libye d'hier? Non. Il y a eu la Tunisie, il y a eu également l'Égypte. Est-ce que l'Égypte d'aujourd'hui est mieux que l'Égypte d'hier? Non. D'avant le printemps arabe. Les gens sont morts par milliers. Parce qu'il fallait changer des choses. Quelque part, oui, il y a eu des légers changements. C'est un problème qu'il ne faut pas résoudre comme ça. Non. On ne se lève pas un matin parce que non, 3 mandats tu pars, 2 mandats tu pars. Non. Ça ne se résout pas comme ça. Le pays le plus riche et le plus développé de tout le Maghreb, c'est le Maroc. Et comme par hasard, au Maroc, il n'y a pas l'alternance au pouvoir. C'est un seul roi qui est là qui dirige. Et après lui, ça sera son fils. Quel est le pays du Maghreb qui peut taper la main, et même en Afrique, qui peut taper la main comme ça, du Maroc? J'y ai vécu 3 ans au Maroc. C'est un très beau pays, c'est un très grand pays. Ce n'est pas comparable avec tous ces autres pays. L'Algérie, pareil, j'ai vécu en Algérie. Les Algériens, ils aiment bien leur petite gueule et tout, mais l'Algérie ne vaut pas le Maroc du tout. Du tout. Au niveau du rythme de vie, de la qualité de vie, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'école et tout ce que tu veux, le Maroc, c'est un très grand, c'est un géant en Afrique. Et oui. Et oui. Alors qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles. Mais ils ont pu s'en sortir. Et ils sont encore sur le bon chemin. Ils feront mieux que ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Je ne comprends pas cette histoire de Touadéra doit partir. Personnellement, ça me dérange. Ça me dérange. Il y a des dictatures positives. Il y a des dictatures éclairées.
Je ne suis pas pour que les soldats rwandais aillent verser le sang des Congolais. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Je ne suis pas pour qu'un Africain aille verser le sang d'un autre Africain parce qu'il faut maintenir certains intérêts. Je suis pour que chaque pays participe à la stabilisation de l'autre, de son voisin, qui est ce partage-là, n'est-ce pas, des biens que nous avons sur nos terres, n'est-ce pas, avec les autres et tout. Même avec ceux qui ne sont pas africains. Moi, je suis pour le partage. Sauf qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant, c'est tout. Les Africains, nous, on se plaint, oh, ils ont pris notre pétrole, ils ont pris le pétrole, ils ont pris le gaz, ils ont pris ceci, ils ont pris cela. Mais c'est des richesses qui sont sous nos terres depuis des siècles, on ne sait pas quoi en faire. On n'a même jamais découvert, on ne sait même pas ce que c'est. On marche dessus tous les jours, on ne sait pas ce que c'est. Si les autres savent que c'est à quel point c'est important, et c'est important pour leur industrie à eux, s'ils ont la technologie qu'il faut pour extraire ces richesses, le problème est où? Il suffit juste que les partenariats soient gagnants-gagnants. Ils viennent avec leur technologie, ils viennent avec leurs connaissances. Les richesses, nous les avons, on n'en fait rien. Alors, exploitez, prenez, c'est du 50-50, c'est tout. Développer le pays, qu'on construit des écoles, des hôpitaux pour tout le monde. Qu'il y ait la sécurité sociale, qu'on ait une vie. Que les gens mangent à leur faim. Que les gens vaquent à leurs occupations, qu'il y ait la sécurité, qu'on ne prenne pas des milliards pour venir financer des guerres, déstabiliser des États entiers, simplement parce qu'on veut imposer ces multinationales et siphonner le sous-sol. Là, on n'est pas d'accord, mais je suis pour le partage. Je suis pour que la Chine arrive et dise, bon, je prends votre pétrole pendant 10 ans ou 15 ans, et en retour, en échange, moi, je vous donne des autoroutes à perte de vue, des écoles et ceci. Ça marche ailleurs. Ça marche. Donc, il y a une génération de jouisseurs qui pensent qu'on se lève comme ça, on bâtit un État. Je vois la jeunesse qui s'agite. Des gens qui ne savent pas que pour qu'un État devienne grand, il faut des sacrifices. C'est ce que moi je disais à certaines personnes, à certains de mes proches même d'ailleurs. Pour que la France soit ce qu'elle est, il a fallu des sacrifices. Pour que tu sois assis chez toi, tu dors, tu as des allocations. Pour que tu sois couché chez toi, tu gagnes ce qu'on appelle journée fériée, chômé payé. Pour que tu aies droit à la sécurité sociale et tout ce qui va avec, monsieur, les gens sont morts pour ça. Il y a eu plusieurs morts. Des gens qui ont donné leur vie pour que tu aies ce confort. Toi, aujourd'hui, tu arrives, on te demande tout simplement une chose, te battre pour le maintenir. Tu es incapable, tu es jouisseur, tu ne sais même pas ce que c'est. Pour toi, la vie s'arrête là à manger, boire, profiter, voilà, jouir tout simplement de ce qu'on trouve. Non, on ne vit pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on bâtit une nation. La Russie, il n'y a pas de changement à la tête de l'État. Poutine est encore là au moins pour 25 ans. Au moins pour 25 ans. Il s'était retiré, il a laissé Medvedev, il est revenu. La faiblesse de tous ces gens qui tentent de combattre Poutine, Biden, Macron et tous ces gens, c'est que Poutine sera encore président, ils seront tous partis. Poutine, sur le long terme, peut bâtir la Russie actuelle. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Contrairement à tous ces gens qui sont en train de détruire les richesses de leur pays parce qu'ils pensent qu'ils pourront concurrencer la Russie sur le terrain militaire. C'est mission impossible. Mission impossible. Il faut former la jeunesse. Il faut former la relève. Qu'on n'ait pas des relèves médiocres. Qu'on n'ait pas des mendiants. Vous avez au Cameroun, en dehors de Kamto, dont je soutiens, mais Kamto lui-même a 65, bientôt 70 ans, il est sur la porte de sortie. Si Kamto est président, après il s'en va. Qui d'autre va diriger après? Il faut des jeunes capables de prendre la relève. Mais si on a des jeunes mendiants comme Cabral Libi, qui voient sur l'instant présent, qui ne misent pas sur le futur, et qui se dit tout de suite, je veux mon appartement, je veux ma maison, je veux 50 millions dans mon compte, je veux une belle voiture, je veux si ça s'arrête là. Mais non, tu peux cravacher, tu peux travailler dur pour préparer le futur.
et un futur présidentiel. On l'appelait d'ailleurs le Macron camerounais. C'était l'espoir d'un peuple. Du jour au lendemain, il est devenu le petit toutou parce qu'ils ne savent pas attendre, parce qu'ils ne savent pas travailler dur, parce qu'ils ne savent pas patienter. Cette jeunesse-là toujours agitée, cette jeunesse-là qui veut manger vite sans travailler. Voilà souvent le problème chez nous, c'est que parfois, il faut même qu'il y ait de l'alternance. Il faut même qu'il y ait l'alternance même au sommet de l'État. Si on a à côté que des mendiants, si on a à côté une jeunesse qui est là pour coller la petite, une jeunesse qui ne sait pas, qui ne veut pas s'engager en politique, on fait comment? On fait comment? Allez, j'en ai terminé. C'était votre frère Bertie Le Camit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Otep à la famille, pluie de bénédictions ancestrales à vous.